Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le Président, mes chers confrères, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, la date aujourd'hui est le 14e jour lunaire de la quinzaine sombre du mois de Kartika de l'année 1943 Shaka, année Plava, 35e du cycle de Brihaspati. Brihaspati est la planète Jupiter qui parcourt les 12 signes du zodiaque en 60 ans. Brihaspati est aussi le précepteur des dieux, leur gourou. C'est donc sous le divin regard du divin maître de la connaissance que l'EFEO a accompli aujourd'hui 2 cycles sexagénaires de recherche. Son premier cycle a été consacré au sud-est asiatique. Le second cycle lui a permis de pleinement aborder l'étude de l'Inde. En effet, Jean Filiosa, ancien directeur de l'EFEO, a, en 1964, établi un centre de l'EFEO à Pondichéry avec une antenne à Pune, au Maharashtra. L'importance de l'influence culturelle de l'Inde et de la Chine en Asie du Sud-Est, était reconnue depuis longtemps. L'étude des monuments khmers, notamment, requérait celle d'inscriptions sanskrites et une bonne connaissance des sources sanskrites de la religion. Jean Filiosa organisait à Pondichéry l'étude de la civilisation indienne dans l'Institut français qu'il avait créé en 1955. Et l'étude de l'expansion culturelle indienne en Asie du Sud-Est dans un nouveau centre de l'EFEO, créé en 1964. Une convention a récemment été établie entre l'Institut français de Pondichéry et l'EFEO, entre les 2 institutions, pour gérer les 2 et mettre leurs ressources à la disposition des chercheurs. Ceci a conduit à un progrès considérable de la connaissance de l'Asie. Et en particulier du shivaïsme en Asie, comme l'a excellemment montré ce matin notre confrère Dominique Goudol. Jean Filiosa a lui-même fait plusieurs études sur l'influence indienne au Cambodge en détectant les données tirées de documents sanskrits et tamouls adaptés dans le monde khmer. Le symbolisme du Phnom Baking, les formes pyramidales de Samadhi du sud de l'Inde et bien d'autres. Dominique Goudol continue lui-même dans cette ligne avec l'étude des inscriptions sanskrites des temples khmers. Environ 200 nouvelles inscriptions ont été trouvées récemment et sont étudiées maintenant après les plus de 1000 inscriptions déjà publiées et étudiées très minutieusement par CEDES. Dans une autre direction, Jean Filiosa avait eu pour maître Alfred Fouché, qui fit un bref passage à la direction de l'EFEO. Et Jean Filiosa avait eu aussi pour collègue Louis Renoux, qui était notablement son aîné, donc presque son maître. Au long de ses voyages d'exploration en Inde, Alfred Fouché avait visité une école sanskrite. Il a décrit avec justesse le caractère de ces études, de ces écoles traditionnelles, très différentes d'un centre européen de recherche. Il a raconté comment il y avait senti le besoin de réapprendre le sanskrit. Il ne s'est pas mis à cette école de bout en bout, mais en a assimilé les fondements. De sorte que dans son enseignement à l'université parisienne, il expliquait le premier manuel de grammaire, ce qu'on appelle Vyakarana dans la tradition indienne, le premier manuel des enfants indiens, la Laghu Kaumudi de Bhattoji Dikshita.
Il s'était initié lui-même à la redoutable logique sanskrite et il publia une traduction française du Tarka Sangraha d'Anambhatta avec ses commentaires personnels très éclairants. Louis Renoux fit aussi quelques voyages d'études en Inde. On connaît sa contribution fondamentale à l'étude du Vyakarana par sa traduction française de la grammaire de Panini et d'autres classiques de la discipline, ainsi que par son inimitable et très précieuse terminologie grammaticale du sanskrit. À cette école, Jean Filiosa compléta son œuvre d'organisation des études en préconisant l'étude auprès des pandits indiens, les savants traditionnels de l'Inde, des disciplines qu'ils cultivent et enseignent dans les écoles sanskrites traditionnelles, à savoir la grammaire, que l'on appelle Vyakarana, l'exégèse des textes de rituels et des Upanishads, que l'on appelle Mimamsa, et la logique formelle, que l'on appelle Nyaya. Il engagea à l'Institut français de Pondichéry, puis à l'École française Extrême-Orient, une équipe importante de pandits, dont deux très grands maîtres, Nuddodi Ramachandra Bhatt et Melpakom Srinivasa Narasimhacharya. Il engageait tous les membres de l'EFEO et tous les indianistes voyageant en Inde à visiter, voire séjourner au centre de Pondichéry. Bernard-Philippe Grolier, qui est le grand archéologue de son époque au Cambodge, Louis-Charles Damet et bien d'autres ont fait à Pondichéry des séjours d'études très importants qui ont laissé leur marque. Il confia des missions annuelles à Pune à Madeleine Biardot tout au long de sa carrière pour ses recherches dans la littérature philosophique sanskrite. Elle lisait auprès de pandits de Pune le Vakyapadiya de Bhartrihari, la Brahmasiddhi de Mandana Mishra, puis les mythes des Puranas et la grande épopée du Mahabharata. Ensuite, elle expliquait ces mêmes textes à la 5e section de l'École pratique des hautes études. Plus récemment, le mathématicien François Patte fut détaché de son université parisienne à l'EFEO pour ses études d'histoire des mathématiques sanscrites à Pune et à Mumbai. Jean Filiosa m'engagea personnellement pour travailler auprès des pandits traditionnels et en particulier auprès de Narasimhacharya. J'ai donc eu la grande fortune de m'asseoir pendant de nombreuses années à côté de lui quotidiennement pour suivre son travail, écouter ses explications, lui poser des questions, le tout en sanskrit même. J'ai transmis ce message purement oral en grande partie à la 4e section de l'École des hautes études. Je viens aujourd'hui vous rappeler ce qu'a pu être un grand pandit et le service qu'il a rendu à l'École française Extrême-Orient, à l'Institut français de Pondichéry et en général à la France. Melpakom Srinivasa Narasimhacharya était un brahmane Sri Vaishnava de la plus grande orthodoxie. Il a été un des grands maîtres de deux shastras, le Vyakarana, c'est-à-dire la grammaire, et la doctrine Vishishta du Vedanta, la branche ultérieure de la Mimamsa, l'exégèse. Son grand œuvre a été l'édition critique de commentaires du Mahabhashya de Patanjali. Le Mahabhashya, que l'on situe vers le IIe siècle avant Jésus-Christ, le Mahabhashya est lui-même un commentaire sur la grammaire de Panini. Mais plus qu'une glose, c'est un long dialogue entre maîtres de grammaire débattant sur le fonctionnement de la grammaire formalisée de Panini, avec de nombreux excursus sur des concepts fondamentaux de linguistique générale. La nature de la parole,
la différence entre le nom et le verbe, le sens du composé, etc., etc. Ce grand texte, situé au IIe siècle avant notre ère, a été un modèle de débat et d'enquête créative pour toute la tradition savante des pandits, et c'est une tradition qui est toujours vivante. Il a été l'objet de nombreux commentaires. Le plus connu est le Pradipa de Kaiyata. M.S. Narasimhacharya a révélé 7 autres commentaires à partir de manuscrits sur le Mahabharata et le Pradipa dans 11 volumes publiés dans la collection conjointe Institut français de Pondichéry, École française d'Extrême-Orient. Chaque commentaire a son originalité. Celui de Shiva Ramendra Sarasvati, c'est le seul que je cite parce que c'est peut-être le plus curieux, est une critique impitoyable faite au XVIIe siècle de tout ce qui l'a précédé, y compris le Mahavashya lui-même. Plus récemment, 2 autres grands maîtres de cette même tradition, N.S. Ramanujatatarcharya et Ramayatna Shukla, ont augmenté la prestigieuse collection de publications conjointes IFP et FEO avec le soutien d'universités indiennes. Navalpakam S. Ramanujatatarcharya, 1928-2017, Brahman Sri Vaishnava, très orthodoxe, a eu un parcours tout à fait semblable à celui de M.S. Narasimhacharya. Au sommet d'une longue carrière, il a réalisé une somme réunissant de façon aussi complète que possible les diverses thèses émises par les auteurs qui ont innové à diverses époques sur le thème de la connaissance issue de la parole, ce qu'on appelle Shabda Buddha en sanskrit, dans un large éventail d'écoles philosophiques brahmaniques, bouddhiques et jaïna. 4 forts volumes présentent les réflexions sur la phrase et le sens de phrase, celles sur le sens des terminaisons des cas, puis sur les thèmes nominaux, enfin sur les racines verbales. Ramanujatatarcharya est aussi célèbre comme maître dans la nouvelle école de logique, le Navya-Nyaya. Ceci est peut-être la discipline la plus difficile d'accès, en ce qu'elle impose une gymnastique cérébrale nécessitant une très forte capacité de mémoire et d'attention. Je souligne ici que tout cet enseignement des pandits traditionnels est un enseignement oral. La nouvelle école du Nyaya, la nouvelle école de logique, se caractérise par la disquisition des concepts et des relations. C'est une logique formelle qui est principalement une logique des relations entre concepts. Cette école s'est tout autant que les grammairiens intéressée à la nature de la parole et aux catégories linguistiques, mais elle a émis des thèses divergentes. Il s'ensuit de difficiles députations entre l'école des grammairiens et l'école des logiciens, à quoi il faut ajouter l'école des exégètes des textes de rituels et des Upanishads, c'est-à-dire l'ensemble de la philosophie indienne exprimée en sanskrit. Dans ce domaine, Ramanujatatarcharya a donné à la collection IFP et FEO ce qui est peut-être le texte le plus difficile de la tradition sanskrite, une édition nouvelle et un commentaire composé par lui-même du Vyutpattivada de Gadadhar Bhattacharya, un ouvrage du XVIIe siècle composé au Bengale dans l'école de Navadvipa. Le domaine de Ramayatna Shukla est le versant philosophique de l'école du Vyakarana, c'est-à-dire un traité de linguistique générale. L'IFP et FEO lui doit à la collection de publications IFP et FEO
lui doit un maître ouvrage qui est encore en cours de publication, mais qui va paraître bientôt, sur les catégories fondamentales de la grammaire sanskrite et de la philosophie du langage en général, sous la forme d'un commentaire sur le Vyakarana Siddhanta Bhushana, l'ornement des thèses établies par les linguistes, de Kaundabhatta, un autre ouvrage du XVIIe siècle qui a été un des grands siècles de la science traditionnelle des lettrés sanscrits. Le texte commenté a été l'objet d'une édition critique par Ramakrishnamacharya. 4 forts volumes traitent successivement des sens exprimés par le verbe personnel, de la notion d'action exprimée par la langue et de la distinction de sens entre verbe personnel avec la notion d'action exprimée et avec le nom d'action des temps du verbe, de la structure de 6 actants, de la nature du nom, des composés du pouvoir d'expression des mots, du sens des particules et de la négation, de la relation sujet-prédicat et en conclusion du spota ou nature de la parole. Tous les chercheurs s'accordent pour dire que pour avoir accès à ces shastras, l'aide des pandits est nécessaire. Et le renseignement, je le répète, le renseignement oral est nécessaire. Avec un de ces lettrés, on ne peut pas passer par l'écrit. Ils ont toujours formé entre eux des cercles d'esprits qui ont reçu une même formation et qui ont continué toute leur existence les échanges entre eux sur les matières, dans les disciplines pour lesquelles ils ont été formés. De sorte qu'ils ont beaucoup de notions familières qu'ils ne songent pas à consigner dans leurs ouvrages. Notions familières pour eux, mais pas du tout pour un chercheur étranger. Les membres de l'École française d'Extrême-Orient ont le privilège de faire de longs séjours auprès d'eux et de pouvoir se familiariser avec leur culture, dont il n'est pas exagéré de dire qu'elle est la source vive de la puissance civilisatrice de l'Inde. Maîtrise de la parole, puissance de raisonnement, vaste éventail de courants de pensée explique le pouvoir d'expansion de la civilisation indienne. Et de cette façon, l'Inde a ainsi donné, dispensé le cœur de sa culture à l'ensemble de l'Asie, y compris la Chine, le Tibet et la Chine. Il était fondamental que les FAO aient un centre chevauchant les 2 mondes de l'Inde et du sud-est asiatique. À côté des pandits, des chercheurs en poste à l'EFAO ou bien accueillis par l'EFAO se sont consacrés aux littératures sanscrites, la littérature savante sanscrite étant extrêmement utile pour la compréhension des inscriptions du Cambodge, par exemple. Donc, ils se sont consacrés aux littératures sanscrites et aussi tamoul, khmer, indonésienne et autres. Ils se sont consacrés, de plus, je dois l'ajouter, à des études d'architecture indienne et khmer qui ont leurs sources et qui ont des traités sanscrits à l'origine de leur développement. Ces études, comme celles de Dumarsais, Pichard, en Inde, en Indonésie, en Birmanie. Les FAO s'est consacré aussi à des études d'histoire et d'épigraphie Kannada sur le site de la ville ancienne de Hampi Vijayanagar. Hampi Vijayanagar est une sorte d'autre encore, une ville entière et peut-être 1 millier de monuments. Les remarquables études de la ville tamoule et d'Angkor-Thom de Bernard Gaucher et bien d'autres études intéressantes. Des années 1960
aux années 2020 que nous abordons, la connaissance de la moitié sud de l'Asie indienne et indianisée a non seulement progressé, mais elle a aussi ouvert une multiplicité de nouveaux champs de recherche à explorer. Brihaspati, le gourou des dieux, a pleinement accordé sa grâce, son regard favorable à l'EFEO dans son 2e cycle sexagénaire. Merci pour cette grande synthèse d'une aventure intellectuelle